Et donc je vais appeler les intervenants à venir ici à la tribune, puisqu'en fait il y a 3 intervenants qui sont ici. On aura un intervenant par vidéo, enfin on aura un message vidéo, et une autre contribution que je lirai, puisque l'intervenant n'a pas pu venir. Voilà, donc j'appelle donc Anne-Catherine Husson-Traoré, Elisabeth Javelot, vous pouvez passer, Bertrand Souquet. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Bon retour. Alors, je vais vous présenter dans un tout petit moment. Si vous le permettez, je propose que nous regardions d'abord la vidéo de Philippe Laurent, donc, qui est maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France, et qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui a enregistré une vidéo que nous allons commencer par écouter. Puis ensuite, je passerai la parole aux intervenants. J'ai l'impression qu'il y a un écho terrible. Non. Ok. Social et solidaire. Sceaux a toujours eu la conviction que, d'abord, les citoyens devaient, avec évidemment l'accompagnement de la ville, mais devaient se prendre en main pour répondre aux enjeux des transitions que nous sommes en train de vivre. Nous avons, de longue date, mis en avant l'importance de l'économie sociale et solidaire, évidemment d'abord associative, mais pas seulement. Nous avons mis en place un forum de l'économie sociale et solidaire il y a maintenant près de 10 ans, où se retrouvent donc les acteurs de l'ESS à Sceaux et plus largement sur l'ensemble du territoire francilien. Et puis nous venons, avec ce nouveau mandat, de mettre en place un comité consultatif des transitions, parce qu'il y a évidemment la transition écologique, énergétique, mais il y a aussi la transition sociétale, le rapport au travail, et puis la crise que nous vivons nous a évidemment fait apparaître l'acuité de ces enjeux, et une acuité peut-être encore plus grande de ces enjeux. Donc Sceaux, petite ville de 20 000 habitants, se situe pleinement dans ce mouvement qu'a initié il y a maintenant 70 ans le CIRIEC. Je suis vraiment tout à fait désolé de ne malheureusement pas pouvoir être parmi vous pour cet anniversaire, et je souhaite évidemment un très bon anniversaire au CIRIEC. À bientôt. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par passer la parole à Madame Anne-Catherine Husson-Traoré, qui va nous parler de l'importance de la finance durable, puisque là, on est dans cette deuxième table ronde, plus sur les solutions et je dirais les plus concrètes possibles. Donc, vous êtes directrice générale de Novetic et vous êtes également, vous avez cofondé l'accélérateur de transformation sociale du groupe Caisse des dépôts et consignations. Alors, je vous laisse présenter votre travail et puis les solutions que vous portez. Le tout en quelques minutes. Alors, je vais essayer... alors, d'abord, effectivement, Novetic est une filiale de la Caisse des dépôts qui, depuis presque 20 ans maintenant, est dédiée à la promotion de l'économie. Alors, j'ai vu au fil des interventions les questions de... Chacun est un peu dans son silo. Alors, il y a l'ESS, il y a l'économie à impact, il y a la finance durable, il y a la finance responsable. Et donc, nous, on a dès le départ essayé de donner le plus de visibilité possible à un public relativement large. Il y a un élément qui peut vous intéresser, c'est que Novetic a été lancé donc en 2001 et aujourd'hui, on fait plus de 20 millions de pages vues par an. Uniquement sur des articles qui parlent de tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui et qui essaient bien de faire le lien entre environnement, social et gouvernance. Les sigles qui dominent la finance durable sont le S et G. Et l'idée, c'est bien qu'il y a un autre modèle, et c'est peut-être comme ça que je vais essayer de synthétiser les choses, qu'un autre modèle soit possible, ça je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'un autre modèle soit impératif pour être résilient à la conjugaison des crises que nous affrontons est quelque chose que probablement nous aura apporté le Covid-19 avec un prix très élevé
à payer en termes de santé publique. Et effectivement, tout ce que Louis Gallouet vient de dire est tout à fait vrai. C'est-à-dire, ceux qui payent déjà le prix fort vont le payer encore plus fort, puisque non seulement ce sont eux qui sont le plus malades et qui meurent le plus, mais en plus, ce sont eux qui perdent le peu de filet économique qui restait. Donc, on peut regarder ça comme ça, ou on peut regarder ça, et c'est ce qu'on essaie de faire à Novetic, et c'est pour ça qu'on s'appelle accélérateur de transformation durable. C'est l'idée qu'effectivement, il y a des modèles possibles. Ils ont été plutôt développés, y compris dans des sphères où, en général, on pense qu'on ne s'occupe que des actionnaires et des taux de rentabilité à un trimestre, au prochain trimestre, qui serait l'horizon le plus long terme possible. Dans ce monde-là, donc, on réfléchit à l'idée que alors en anglais, je ne sais pas combien d'entre vous parlent anglais, mais l'idée c'est que sustainable, c'est-à-dire sustainability, il y a à la fois durable et responsable. Et donc en termes français, ça veut dire qu'effectivement un type d'économie qui raisonne sur une logique de coût global d'une activité économique donnée, c'est-à-dire qu'effectivement elle génère Z de profit, mais elle coûte Z, Y en dégâts environnementaux, elle peut aussi apporter du bénéfice environnemental. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui était la logique d'économie à impact, on est en train de faire émerger un modèle où effectivement la logique c'est d'évaluer l'impact à l'instant T d'une économie donnée, d'une entreprise donnée, d'un projet donné, et évidemment de faire que cette activité-là va vers une trajectoire, respectueuse de l'accord de Paris, ce qui veut donc dire neutralité carbone à un horizon très limité, 2, qu'elle se dirige vers les objectifs de développement durable, qu'elle contribue à les atteindre et qu'elle n'empêche pas de les atteindre par ailleurs. Alors, je pourrais si je dois vous dévoiler toutes les éléments, ça pourrait être très long, donc je vais essayer de faire juste très court, que vous ayez en tête, on a parlé d'Europe tout à l'heure, le fait que l'Europe, dès 2018, a pris une impulsion qui était de se dire il faut que la finance durable, que je viens de décrire, mais alors vraiment un très grand trait, soit la finance européenne. Et elle a mandaté un groupe d'experts dont j'ai eu le grand honneur de faire partie pour dire dessinez-moi ce que devrait être la finance durable, c'est-à-dire sur comment on peut transformer, non pas faire grandir une petite part verte ou une petite part sociale, mais vraiment transformer radicalement le système financier pour qu'il serve, pour qu'on réoriente le grand fleuve et qu'il serve à financer une économie durable et résiliente. Ça passe. Oui, pardon. Auprès de la Commission européenne. Alors, en fait, dès le départ, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un processus de co-construction de la Commission avec des experts dans une première phase, dont j'ai fait partie, avec un groupe technique d'experts toujours qui sont des praticiens de la finance durable. Et là, ils viennent de lancer une plateforme, pareil, avec un mode de sélection sur candidature démocratique, avec un certain nombre de critères, pour construire les éléments techniques qui permettront de mettre en place cette finance durable et qu'elle se développe à l'échelle. Alors, juste pour que vous ayez en tête, le point de départ, c'est bien une taxonomie, c'est-à-dire un référentiel d'activités vertes qui sont alignés sur les objectifs environnementaux de l'Union. Et c'est ça la révolution, c'est l'idée de dire que la finance n'est pas une planète qui tourne toute seule autour d'elle-même pour faire de l'argent avec de l'argent, mais que la finance doit être un outil au service de quelque chose, et ce quelque chose doit être les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union s'est donné. Donc c'est un changement de paradigme total pour le secteur financier. Et alors pour l'instant, on a les premiers éléments de cette taxonomie qui concernent le changement climatique, mais l'idée c'est bien à terme d'avoir aussi une taxonomie sociale, et c'est bien de réconcilier des modèles dont on peut mesurer hélas quotidiennement tous les dégâts. Là, on ne peut voir que l'impact négatif à la fois environnemental et social. L'objectif, c'est de remettre les choses en état et surtout de pouvoir effectivement concilier la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre le changement climatique. D'accord. Vous avez déjà terminé. D'accord. Je peux faire plus long, mais je suppose que vous avez besoin de petites respirations. Voilà, la différence avec la première table ronde, c'est que là, on va pouvoir avoir un débat entre les intervenants. Donc, on va revenir sur les questions que vous avez déjà abordées. Donc, du coup, je passe la parole à Elisabeth Javelot. Donc, vous êtes administratrice de Galilée, et vous êtes en charge notamment de la transition écologique. Donc, je vous laisse aussi présenter peut-être le prisme avec lequel vous travaillez et les solutions que vous apportez. Merci beaucoup. D'abord, merci Alain de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Je veux dire que j'amène plein d'ambitions comme ça. J'amène l'environnement, troisième pilier du CESE, dans la discussion.
Et puis, je voudrais aussi avoir une petite fierté d'être là parce que la Convention citoyenne pour le climat a travaillé en ces murs et la dimension citoyenne est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est quelque chose, j'espère qu'on abordera dans le débat. Je suis aussi très en phase avec ce qu'a dit le président du CESE quand il a parlé des questions de transition, puisque je vais intervenir sur cette question-là spécifiquement. Alors, peut-être pour bien le préciser, qu'est-ce que j'entends par transition? Et je vais reprendre la définition qu'on utilise communément. C'est donc un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre régime. Ce n'est donc pas simplement un ajustement, mais une reconfiguration fondamentale du fonctionnement et de l'organisation d'un système. Alors les transitions peuvent bien sûr prendre différentes formes, écologiques, sociales, énergétiques, démocratiques et numériques. Mais il y en a bien d'autres. Et moi, j'ai envie de vous parler de situations et de réalisations très concrètes, celles des villes et villages en transition, à l'image de l'initiative de Rob Hopkins à Tonnes en 2006. Pourquoi se centrer... En Angleterre, donc, pour préciser. C'est en Angleterre, oui. Pourquoi se centrer sur les villes et villages en transition? Pour 3 raisons. Parce que ces transitions existe sur ces territoires depuis une quinzaine d'années. En France, il y a 150 villes et villages en transition et qui sont à différents niveaux inscrits dans ce type de processus. Parce que les services publics y jouent un rôle de plus en plus important, voire structurant. Enfin, parce que nous avons créé un site internet à partir de la dimension des récits de ces transitions. Il est désormais hébergé par Galilée Services Publics. Alors, comment on démarre un projet de ville ou village en transition? Au départ, on a un territoire dans lequel existe une série d'actions très concrètes, parfois depuis longtemps. Ce sont par exemple des regroupements d'achats locaux, des jardins partagés, des monnaies locales, des recycleries, l'organisation de conférences, des fêtes conviviales à l'initiative des habitants et quelques projets dormants. Lancer une initiative de transition, c'est créer une sorte de catalyseur qui va soutenir et valoriser les réalisations portées par les individus et les associations, mais aussi par les entreprises et les collectivités locales. L'objectif est d'aller vers une convergence entre les initiatives citoyennes et l'action des pouvoirs publics sur les territoires. De la sorte, on lance un projet collectif et systémique. Je suis particulièrement attachée à la dimension des récits. Lorsque j'ai analysé les projets des villes et villages en transition, je me suis questionnée sur ce qui avait porté le processus. En premier lieu, c'est d'être ancré sur son territoire. Pour les acteurs de changement et les collectivités locales qui sont proches de leurs administrés, cela fait sens. On a parlé ce matin beaucoup de la question du sens. C'est quelque chose qui est très important dans les villes et villages en transition. Dans tous les exemples réussis, il existe un récit qui porte le projet. La plupart du temps, ce sont les élus qui le proposent et le construisent avec leurs citoyens. Alors, je voudrais préciser ce que nous entendons par récit dans ce cadre-là. C'est un groupe d'acteurs qui décident d'écrire ensemble leur récit à partir d'un vécu commun, d'une expérience collective et de valeurs partagées. Ils élaborent l'histoire de ce qu'ils ont vécu, de la façon dont ils se la sont appropriée. Puis, ils proposent un futur qui passera par la mise en œuvre d'actions très concrètes. En se racontant, le groupe qui élabore son récit
construit une identité commune. Il choisit des repères narratifs qui font sens pour lui. Ce n'est pas la grande histoire. Et qui peuvent ne pas correspondre à des événements dominants. Il pioche dans des faits collectifs et choisit ceux qui ont marqué son histoire. Il décrit ainsi ce qu'il a façonné. Comme le déclarait Michel Serres, l'ensemble des récits sont destinés à rejoindre les grands récits collectifs qui font sens pour l'ensemble de la collectivité humaine. Mais pour ne pas rester du tout abstraite, je me suis dit que j'allais vous présenter très brièvement 2 exemples de villes et de villages en transition. Je vais commencer par Langouet, ou Langouette, comme disent les Bretons en Ille-et-Vilaine. C'est un village de 600 habitants, dont le maire était Daniel Cueff. Il a été maire de 1999 à 2020. Alors il a construit un récit, Daniel Cueff, et il le raconte. Il était parent de jeunes enfants et à ce titre investi dans l'association de parents. Ceux-ci ont demandé que progressivement des repas bio soient servis aux enfants à la cantine. Devenu maire, il a mis en œuvre ce passage au bio. Les agriculteurs de la commune ont vu comme une provocation l'arrivée du bio à la cantine. En réunion municipale, ils ont dit au maire « Vous êtes pour le 100% bio, alors nous, on fait de la merde ». Ce pouvait être l'origine d'un conflit sain dans le village, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est resté une tension tout au long de ces différents mandats. L'idée du maire était d'être le moins possible impactant pour l'environnement. La municipalité a fait le choix d'aller du côté des énergies renouvelables. Langouette avait pour ambition de faire fonctionner ses services publics uniquement avec des énergies renouvelables. Donc la commune a monté un projet de centrale photovoltaïque. Voilà comment ils l'ont financé. À hauteur de 100 000 € par des subventions à l'attention de la commune et à hauteur de 40 000 € par les habitants eux-mêmes, par un financement participatif via la plateforme de financement des projets publics Collecticity. Les fonds ont été collectés beaucoup plus rapidement que prévu. Il y avait un véritable enthousiasme des habitants. La production photovoltaïque de la ville compense largement l'électricité consommée par les services communaux. L'éclairage public, la mairie, l'école, le pôle enfance, la bibliothèque, l'église, la salle polyvalente, l'atelier municipal. Les panneaux solaires de la ville produisent 116% de l'électricité consommée et la commune vend le surplus de son électricité à l'EDF. Puis la ville s'est lancée dans l'achat de terrain pour initier l'agriculture bio via la plateforme Terre de Liens. Enfin, de nouveaux habitants ont dit « mais il n'y a pas de bar », donc ils ont, avec la ville, avec le village, monté un bar associatif. On voit bien comment le système de transition se met en place. Je vais vous donner un deuxième exemple. C'est l'exemple de Los en Goële, dans le Pas-de-Calais, ville de 6 700 habitants environ, dont le maire est Jean-François Caron, réélu depuis plusieurs décennies, réélu en 2020. Dans cet exemple, au-delà de la démarche de transition, c'est l'une des plus abouties en France, je voudrais vous parler de la construction d'une identité. Cette ville, d'abord commune agricole, a été envahie et transformée par l'exploitation des mines de charbon. Pratiquement rasée durant la Première Guerre mondiale, elle s'est reconstruite à partir de cette histoire très lourde. Qu'est-ce qui a motivé le choix du modèle basé sur la spécificité du territoire? Il s'agissait, raconte le maire, de rebondir ou de mourir. 2 alternatives possibles pour la commune à la fin de l'exploitation minière en 1986. La reconquête était la priorité communale. Les friches, les carreaux de fosse, les terrils, ce sont les 2 terrils les plus grands d'Europe, les cavaliers, tout ce qui entoure de la mine.
Leur ambition consistait à tirer les leçons du passé et prendre le meilleur du présent. Il fallait construire un monde en rupture avec le modèle existant, adoptant une démarche de petits pas, en s'appuyant sur une forme de démocratie participative. La commune était vue comme un écosystème complexe, naturel, favorisant la biodiversité patrimoniale, humaine, économique et culturelle. Mais surtout, et vraiment c'est très impressionnant, le récit porté par les habitants et le conseil municipal a cherché à donner au collectif une identité positive. Les terrils sont devenus des témoins du travail des hommes, aussi importants que les pyramides d'Égypte. Ils sont aujourd'hui reconnus comme patrimoine mondial de l'humanité. La fraternité ouvrière a trouvé un prolongement dans la multiplication des actions collectives, sans angélisme. Au milieu d'un territoire au vote Front National, l'OS vote écologique depuis 30 ans. Le niveau de vie des habitants reste modeste, mais le ressenti de prendre son destin en main a donné une fierté palpable aux habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Javelot. Si vous le permettez, Monsieur Bertrand Souquet, en fait, je vais d'abord lire l'intervention en fait de Michel Papot, qui n'est pas là, plutôt que de le faire à la fin, puisqu'il ne pourra pas participer au débat. Je pense que je tourne le dos à un certain nombre de personnes. Je vais juste monter pour lire son texte rapidement. Je peux rester debout. Donc, Monsieur Michel Papot n'a pas pu être parmi nous, puisqu'il est cas contact Covid. Il est directeur général des services de Grenoble-Alpes Métropole depuis 2014. Il est désolé de ne pas être avec nous et donc il m'a envoyé un texte que je peux vous lire sur ce qu'il aurait aimé vous dire de vive voix. Chers amis du Syriac, étant cas contact Covid-19 et bien qu'étant en bonne santé, je ne pourrais pas être des vôtres ce lundi et le regrette vivement. Le Syriac, depuis 70 ans, n'a cessé de révéler et de valoriser par l'étude et la recherche les voies sociales et solidaires, cette partie de notre économie qui a fait de la réponse aux besoins vitaux des personnes sa raison d'être. Ce que je voulais vous dire cet après-midi dans cette table ronde, c'est que c'est dans nos territoires métropolitains que se développent et s'inventent aujourd'hui, pour l'essentiel, les réponses concrètes individuelles et collectives aux besoins vitaux, sanitaires et sociaux, de transition écologique et énergétique de nos habitants et de notre économie urbaine et rurale. Cette petite trentaine de territoires qui emportent plus de la moitié de la population, les 2/3 de nos richesses et de notre pauvreté, a été identifiée par l'INSEE comme offrant un ensemble de fonctions de production et de services complets, structurés par une agglomération de plus de 450 000 habitants, au cœur d'un bassin de vie et d'emploi. À cette échelle, la population partage pleinement les effets des différentes crises que nous traversons. C'est donc logiquement à cette échelle que s'organise, dans l'urgence et la douleur, avec la mobilisation solidaire et de l'action publique, la résilience économique et sociale. Je voudrais en premier lieu prendre l'exemple de l'habitat. 15 millions d'euros par an de subventions d'État au logement social ont été perdus dans les 5 dernières années sur la métropole grenobloise, alors que la situation nécessite la création de 1000 nouveaux logements par an. 1000 réhabilitations par an sont indispensables pour réduire la facture de fonctionnement, notamment de chauffage des populations hébergées dans le parc social. Ces besoins rencontrent ceux de réhabilitation énergétique des logements et de nouveaux comportements de moindre consommation énergétique et d'augmentation de la part d'énergie renouvelable, soutenue par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et par la Solila, j'espère que je prononce bien, Isère-Savoie, qui est la Fédération solidaire pour l'habitat depuis de nombreuses années. Ces deux institutions, parties prenantes de l'économie sociale et solidaire, prennent en charge de manière décisive la réalisation des diagnostics énergétiques et l'interface particulier service public pour la mise en place des travaux.
Face à l'urgence et l'ampleur des besoins, la Fédération des bailleurs sociaux métropolitains et la collectivité métropolitaine contribuent avec l'établissement public foncier local à l'émergence d'un autre modèle économique qui mobilise, outre les moyens publics, les marges de profit permises par les opérations immobilières spéculatives qu'ils conduisent avec l'appui des collectivités et en partenariat avec la filière économique du bâtiment. Ce nouveau modèle économique repose également sur l'amélioration substantielle des budgets des ménages qui bénéficient pour leur logement des travaux de réhabilitation. La collectivité, parallèlement, développe sur l'ensemble du territoire son réseau de chaleur alimenté par le four qui brûle la part des déchets ménagers et professionnels non recyclables et développe massivement les aides pour la conversion de l'ensemble des chaudières fioul en raccordement au réseau de chaleur ou au niveau du gaz. Autre exemple similaire qui touche les mobilités, la population sur Grenoble expose 97% de la population à un dépassement du seuil de particules fines. 140 décès par an sur le territoire sont imputables à la pollution atmosphérique, au point que la métropole est sous le coup des procédures contentieuses menées par l'Union européenne à l'encontre de la France pour non-respect des valeurs limites concernant le dioxyde d'azote. La pollution est notamment liée aux camions et aux véhicules de service qui entrent souvent 2/3 vides jusqu'au cœur de l'agglomération. De cette menace collective sort une capacité d'acceptation d'une nouvelle réglementation qui interdit progressivement aux centres d'agglomération, dans une ZFE, zone à faible émission, qui couvre 17 communes, la circulation des véhicules professionnels, mais aussi particuliers les plus polluants. Là encore, une nouvelle économie s'esquisse de l'évolution du parc et des pratiques de mobilité qui passent par le partage de véhicules individuels et communs. D'abord par le covoiturage, la collectivité organisant des lignes de covoitureurs et mettant à disposition des voies rapides dédiées à ceux-ci dans les parcours embouteillés. Et avec la ZFE, c'est aussi toute une économie alternative de la logistique de livraison qui se met en place dans le dernier kilomètre, nécessairement décarboné. Le groupe La Poste a mis en place un centre de relais logistique en entrée de ZFE et assure ce dernier kilomètre décarboné pour les entreprises qui ne peuvent pas adapter leurs moyens. La marge économique est fournie par la suppression des vides de camions et leur valorisation au coût marginal. La métropole et ses communes sont au rendez-vous en apportant le soutien public avec le changement de parc de véhicules de service de la collectivité, benne à ordures, car, bus, contre des véhicules pour l'instant à gaz et en développant l'intermodalité et les modes doux. Elle œuvre en partenariat avec des parties prenantes de l'économie sociale et solidaire qui contribuent au développement de l'usage des vélos et accompagne des populations les plus en difficulté et les plus exposées dans leur adaptation à ces nouveaux modes de déplacement. On le voit au travers de ces exemples, le vécu en commun et la conscience des risques générés dans nos territoires métropolitains, ça génère dans nos territoires métropolitains un état d'esprit de partage, de solidarité et d'acceptation de nouvelles contraintes face aux urgences vitales que rencontrent l'action et les moyens publics apportés par la collectivité. 40 ans après la décentralisation, les nouvelles métropoles créées par la loi opèrent une synthèse institutionnelle novatrice et pragmatique qui trouve un nouveau sens, celui d'autorité organisatrice, au mieux que l'on peut, des capacités de réponse économique, solidaire et sociale du territoire aux difficultés du temps. Voilà pourquoi, selon moi, les territoires métropolitains méritent toute l'attention de celles et ceux qui, parmi nous, ouvrent les pistes de recherche du Siriec de demain. Voilà, je n'ai peut-être pas dit avec le même ton qu'il l'aurait dit, mais vous avez donc son intervention. Donc je vous passe maintenant la parole, Monsieur Bertrand Souquet. Donc vous êtes président de l'Institut Montparnasse. Je vous laisse peut-être présenter dans quel cadre vous agissez. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, quelques éléments de présentation de l'Institut Montparnasse qui a été créé en 2009 par la MGEN. Et lorsque le président de la MGEN d'aujourd'hui, Roland Berthier, est accédé à la fonction de présidentielle, il nous a demandé de relancer la dynamique de l'Institut Montparnasse
en tout cas relancer la dynamique sur un axe fort, il y en a plusieurs, mais un axe fort, celui de la formation des dirigeants de l'ESS, en nous demandant d'aller au-delà du simple secteur mutualiste, c'est-à-dire de tout le secteur de l'ESS, pour permettre à l'ensemble des dirigeants, qu'ils soient élus ou cadres, de se retrouver et à un moment donné de partager leur point de vue, de partager leurs analyses pour leur permettre d'agir et de comprendre les mutations en cours. Le deuxième axe, bien évidemment, c'est celui de la recherche. Celui de la recherche et celui d'une recherche qui soit appuyée sur des éléments concrets. Et bien évidemment, cet axe de la recherche fait écho à ce que nous demandait le président de la MGN et ce qu'il nous demande encore, c'est de croiser les regards. Et de ce fait, notre conseil scientifique s'est appuyé sur pas simplement que des techniciens ou en tous les cas des professeurs d'économie, de la discipline économique, mais aussi la sociologie, mais aussi la philosophie, mais aussi les lettres, parce que c'est en croisant les regards qu'on va arriver à dépasser le simple champ disciplinaire qui est parfois contraignant. Et le troisième axe, en tous les cas la volonté, l'ambition que nous portons, c'est de nous ouvrir, à la fois nous ouvrir à d'autres acteurs hexagonaux, mais aussi à d'autres acteurs européens. Je pense à Solidaris, je perçois Alain qui est là, la mutuelle belge, mais je pense aussi à d'autres acteurs au-delà de l'Europe, notamment les coopératives québécoises et la coopérative Desjardins. Donc cela nous permet, ces réflexions, ça va nous permettre de travailler à la fois sur le modèle, à la fois sur les actions, à la fois sur la thématique que l'on a évoquée, la proximité, mais aussi la solidarité, et puis aussi sur quelque chose qui est fort, c'est l'engagement. L'engagement des parties prenantes, à la fois les salariés, mais aussi les militants. En quoi sommes-nous différents? Et des réflexions qui vont nous permettre de travailler avec les dirigeants, en tous les cas, pour essayer de prendre des décisions dans un environnement qui est fait à la fois de complexité, mais aussi d'incertitude. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur le contexte, ça a été bien évidemment évoqué sur la crise, mais je pense que si on regarde aussi des éléments d'études, notamment celle du CEVIPOF, c'est une crise de méfiance, voire de défiance envers tout ce qui est corps constitué. Et les différentes enquêtes le montrent, les Français n'ont pas confiance, en tous les cas, la confiance qu'ils accordent, c'est à leur famille ou en tous les cas à leur entourage proche, travail, proximité, association. Et dans les institutions auxquelles ils font confiance, ou les personnages publics auxquels ils font confiance, celui qui ressort en premier lieu, c'est le maire. Donc on voit bien que l'ancrage local, la proximité est là. Alors on pourrait avoir, et on peut avoir des raisons de désespérer, avoir des doutes, et lorsqu'on regarde les enquêtes aussi qui arrivent, il y en a une qui a attiré, il y en a deux qui ont attiré mon attention. La première, celle c'est une enquête autour du mouvement associatif et de la jeunesse, et qui indique que 70% des 18-30 ans placent le sens au cœur de leur choix, de leur futur métier. Donc déjà, un élément assez important. Et le deuxième élément important issu de la crise, c'est l'enquête Secours populaire. Le Secours populaire a posé des questions, une série de questions à ces bénévoles. Pourquoi sont-ils devenus bénévoles au Secours populaire? Deux réponses émergent. Les valeurs. Et la seconde, parce que les personnes font concrètement, c'est-à-dire l'action. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, nos concitoyens placent avant tout l'action avant le discours. Si je peux m'exprimer, il faut le discours, mais il faut le conjuguer à l'action. Alors, en quoi l'ESS peut répondre aux enjeux? Moi, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, mais c'est d'abord l'ancrage. L'ancrage local, territorial, c'est-à-dire la connaissance des besoins sociaux, là où les acteurs se trouvent. Parce qu'il y a un lien direct entre les structures de l'ESS et leurs adhérents, là où elles se trouvent.
parce que, Louis Gallois l'évoquait, il y a aussi une souplesse d'action, une agilité, c'est-à-dire comme elles sont ancrées dans les territoires, elles ont une capacité à agir et à répondre très vite aux besoins. Alors moi, je vais évoquer ici l'action publique et l'ESS. J'aurais pu vous parler de ce qui se fait à Montauban, la régie municipale de quartier, où on travaille avec des personnes sur l'insertion. J'aurais pu évoquer ça. J'aurais pu évoquer des coopératives d'activité par l'emploi. J'aurais pu évoquer aussi les pôles territoriaux de coopération économique, notamment autour des initiatives citoyennes. Je crois que c'est Argenteuil, mais je ne suis pas sûr, avec la création d'une épicerie solidaire, ou celui de la Verrière qui a été porté par la MGN autour du maintien à domicile des personnes. Je vais en évoquer une. Puisque vous avez parlé de territoire un peu périphérique, une action qui s'est déroulée il y a quelques années maintenant, mais qui est assez révélatrice et dont on peut tirer un certain nombre de constats. C'est autour de l'accès aux soins, et ça a été une action portée par le territoire du Grand Guéret, environ 20 000 habitants, avec le Land de Kassel en Allemagne, 200 000 habitants, et dans ce land-là se trouvent les usines Volkswagen. Mais les deux territoires se sont trouvés sur quoi? Sur l'accès aux soins et l'accès aux soins bucco-dentaires pour des personnes âgées qui étaient en EHPAD. Et parce que c'était une difficulté, parce que ça avait été identifié par les différentes études. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'autour de ce sujet-là, on a réuni à la fois des citoyens, des usagers, des professions médicales, la collectivité, bien évidemment, du Grand Guéret, bien évidemment le centre hospitalier de Guéret, le CHU de Limoges, l'université, pour une partie recherche et innovation, j'y reviendrai, mais aussi des chercheurs et des universitaires pour travailler sur la santé de demain et ce sujet spécifique. Et en tirant ce sujet, on a créé un programme, on a testé un appareil qui nous permettait d'amener le dentiste, mais c'est ça, dans l'EHPAD, plutôt que de le faire venir, les personnes en EHPAD au cabinet. Et il y a eu une création d'un appareil, donc on a vu apparaître bien évidemment un industriel, mais on a vu bien évidemment aussi, on a eu à travailler avec l'Agence régionale de santé et aussi avec la CPM, parce qu'il y avait des questions de confidentialité des données, il y avait des questions de tarification de l'acte. Et donc on voit que cette problématique a tiré plusieurs fils. Ce que l'on a aussi réussi, c'est à démontrer que l'outil fonctionnait, que réellement il y avait un besoin, que l'outil fonctionnait, et depuis l'hôpital de Guéret a créé un plateau technique, et ça lui permet d'aller dans les EHPAD, ça lui permet de travailler avec la médecine de ville, parce qu'il a fallu aussi montrer qu'il n'y avait pas de concurrence, bien évidemment, mais qu'il y avait une volonté de répondre à un besoin du territoire. Et on a vu aussi, et c'est là récemment, c'est qu'il y avait une possibilité de travailler sur la codification et la tarification de l'acte, parce que c'était important. Et on a vu aussi que ce sujet-là, c'était un sujet lié à la prévention, qui permettait à d'autres publics de bénéficier de cet appareil-là, et qui permettait aussi sur le territoire à pouvoir avoir à un moment donné une réflexion des citoyens sur le territoire, parce que ce qui s'est fait là aurait pu se faire ailleurs, mais sous d'autres formules, et bien évidemment pouvoir l'adapter. Ça peut se faire aussi pour d'autres pathologies, bien évidemment. Alors, quel constat, qu'est-ce qu'on a pu tirer de ça? La première chose, c'est que comme on l'a réalisé sur un fonds, grâce à un fonds européen, le fonds Leader, très honnêtement, il y a une lourdeur administrative. Déjà, premièrement, je vous passe, mais quand vous devez régler une facture, vous allez signer 10 documents et vous allez le reproduire à l'identique 10 fois pour les différentes administrations. Il y a aussi, et ça c'est vraiment un élément important que l'on a vu à travers la crise aujourd'hui, c'est-à-dire que pour lancer le sujet, vous allez discuter avec différentes administrations, différents représentants de l'État qui ne discutent pas forcément entre eux.
Ce qui fait que si on avait pu mettre tout le monde un peu ensemble en même temps, dans un même moment, on aurait peut-être gagné 6 mois. Parce que là, l'ARS nous dit « Ah oui, mais vous avez oublié l'association Untel qui porte tous les sujets de transfert de données. Donc là, ça a pris 6 mois parce qu'il faut créer un protocole. Pareil avec la dimension recherche, avec le CHU de Limoges qui réunissait des commissions. Donc déjà, de ce point de vue-là, on voit que les acteurs ne discutent pas entre eux et ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ce qu'on a vu pendant la crise d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a géré la crise, et notamment l'accès aux soins pour les personnes en situation de détresse respiratoire, et puisque je pars de la MGN, notamment à travers nos établissements MGN, on voit que les hôpitaux se sont organisés entre eux, et là les hôpitaux privés non lucratifs et les hôpitaux publics se sont organisés pour accueillir les personnes. Donc on voit que déjà c'est sur le territoire que ça se passe. Et sur notre projet, il y a aussi un travail, notamment je pense, alors puisqu'il y avait aussi la préfecture, je pense que ce que l'on a remarqué, enfin moi ce que j'ai remarqué puisque je le pilotais, c'est qu'en fait l'économie sociale et solidaire est très peu connue par les cadres de l'État. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, pour certains, c'est soit des associations qui demandent de la subvention publique, soit c'est une économie des pauvres pour les pauvres, mais en tous les cas, ce n'est pas des entreprises pérennes, solides, et quand je parle d'entreprise, là je parle d'associations, hein, puisque je pense à la PAJH, je pense à d'autres grandes structures, à la Ligue de l'enseignement, et donc ce n'est pas des structures qui peuvent être innovantes. Et pourtant, moi je pense qu'à travers cette expérimentation-là, on peut voir que la dimension territoriale et de proximité, c'est une ressource d'innovation. Parce qu'on est en proximité, parce qu'on agit sur de faibles, des petits projets, mais en tous les cas que l'on peut ensuite développer et essaimer. Donc ça pose la question aussi de comment, derrière l'économie sociale et solidaire, source d'innovation, comment elle, j'allais dire, elle industrialise ou comment elle développe grand format, c'est-à-dire comment elle essaime. Ça, je pense qu'on a ce sujet-là. Alors ensuite, puisqu'on parle d'action publique et de SS, moi je pense que d'abord, l'État devrait encourager davantage les partenariats publics, privés, non lucratifs. Le deuxième point, c'est décloisonner. C'est-à-dire assurer la transversalité entre les services de l'État, déjà apprendre aux acteurs à mieux se connaître, parce que lorsque les acteurs se connaissent mieux, on crée la solution de la confiance, et ce qui permet d'aller, alors peut-être pas plus vite, mais en tous les cas d'avancer plus loin ensemble. Et le troisième élément, vous l'avez évoqué, c'est tout ce qui recouvre l'évaluation. Oui, comment on sait que ça marche, quel est l'impact ? Quels sont les indicateurs que l'on prend en compte dans l'action publique et l'ESS. C'est peut-être pas les mêmes indicateurs qu'au niveau de l'État. Voilà. Peut-être que tout ce qui concerne l'impact social, tout ce qui concerne le bien-être, tout ce qui concerne les indicateurs de bien-être parce qu'on laisse une personne à son domicile plutôt qu'on la déplace, le bien-être du patient. Voilà. Moi, je pense qu'il y a ces sujets-là et peut-être que l'État devrait faire évoluer l'ordre de ses priorités. Je nie pas la réduction de la dette, le déficit public, mais peut-être que la solidarité, le care et l'action publique devraient être un triptyque qui devrait permettre de faire évoluer les choses. Alors il y a quelque chose, moi, que j'ai touché du doigt, mais vous l'avez évoqué, court terme, moyen terme, long terme, c'est que lorsqu'on est sur des projets comme ça, le temps politique n'est pas le même que le temps économique, n'est pas le même que le temps de l'innovation, que le temps des médias, donc on a un sujet là. Effectivement, lorsqu'on est sur des sujets d'accès aux soins dans des territoires, c'est des sujets de très long terme. C'est des sujets où on avance pas à pas, et donc effectivement, pour le valoriser dans une campagne, ça peut être un peu compliqué, mais pour autant, je pense que la question du temps joue beaucoup. Voilà, moi je pense que je vais arrêter là, mais que la confiance, les ressorts de la confiance sont nécessaires. Je pense qu'effectivement, Louis Gallois l'a évoqué, l'éducation. Je
Je pense que le triptyque santé, environnement, éducation, parce que ça tire les transitions, parce que ça tire la mobilité, mais je pense que l'éducation aujourd'hui, et je fais référence bien évidemment aux événements dramatiques qui se sont déroulés, mais l'éducation elle est importante parce qu'effectivement, quand les acteurs et les citoyens sont engagés dans des projets, ils ont confiance vers les institutions. Et l'éducation, ça doit aussi permettre aux citoyens et aux plus jeunes de comprendre les enjeux, la complexité du monde dans lequel on se trouve et qui nous entoure. Et quand on parle d'éducation, je parle aussi de formation. Louis Gallois l'a évoqué, c'est la formation tout au long de la vie. Oui, les structures de l'ESS ont un rôle à jouer dans la société. Oui, elles ont une fonction sociale et elles conjuguent à la fois tout ce qui est de la dimension de l'entreprise, mais aussi du mouvement, le mouvement social. Quelle société porte-t-on? Et je crois que, bien évidemment, nos structures de l'ESS, elles sont des structures qui créent une haute valeur ajoutée humaine. Et ça, c'est, je crois, très important. Merci beaucoup pour tous ces exemples très concrets que vous avez donnés. Tous, je vous voyais réagir, donc Anne-Catherine Husson-Traoré, à plusieurs éléments. Donc je repasse la parole parce que vous ne l'avez pas beaucoup pris jusqu'ici. C'est assez rare que je la monopolise. Oui, non, je trouvais que c'était d'abord tout ce que vous avez abordé est extrêmement intéressant. Il y a les points sur lesquels j'ai plus réagi, c'est deux choses. La première, c'est finalement vous décrivez un monde totalement en silo, et ce qui est encore plus vrai chez nous, puisqu'on a une administration extrêmement forte qui elle-même silote au maximum. Et donc on se retrouve dans un univers relativement kafkaïen, dans lequel effectivement, qui est un frein évident à l'innovation, et par méconnaissance. Et ça, c'est le point, en plus, et c'est peut-être là où je vais essayer de faire le lien entre ce que je fais moi et ce que vous faites vous tous, c'est le fait que finalement la formation, l'information sont deux éléments assez proches. Et en fait, ce qui est absolument clé, c'est que depuis 20 ans, je vois un nombre d'initiatives, de description de ce que vous avez fait. Il y a un terrain absolument extraordinaire. Mais finalement, la capacité à passer à l'échelle, je pense que j'ai assisté à un premier débat autour de l'ESS il y a à peu près 20 ans, où je crois que le fond n'était pas radicalement différent. Les gens étaient peut-être plus jeunes, moi compris, mais il n'y avait pas... Il y a vraiment cette ressource extraordinaire, il y a cette capacité à faire non moins extraordinaire, mais le passage à l'échelle, on n'y arrive pas, alors que plus, malheureusement, et Louis Gallois le disait très bien, les raisons pour lesquelles il faudrait changer d'échelle et passer, et non pas de 10 à 20 ou 30%, mais que ce soit le modèle dominant parce que c'est celui dont on a besoin à l'heure actuelle, on n'y arrive pas. Et une des explications que je peux vous proposer, c'est le fait que on n'y arrive pas parce que la compréhension... On a créé une case, la case de l'ESS. Alors moi, je connais mieux les cases des financements. Et je me souviens toute ma vie, j'avais été invitée à un moment, il doit y avoir une fédération des entreprises d'insertion, je crois, qui m'avait invité pour parler de la finance solidaire, etc. Donc je commence à parler, et à peu près tous les gens qui étaient là me disent « Ah bon, mais c'est quoi ce truc ?» Et en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient dans une relation à la subvention publique. Et donc l'idée qu'il y avait en fait des milliards, je dis bien des milliards, d'argent mobilisé dans le privé pour financer leur secteur non référencé. Et en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, alors plus clairement sur le climat, sur l'économie verte, mais souvent certains acteurs de l'ESS sont des acteurs aussi du recyclage, etc. Donc, de facto, il y a énormément d'acteurs qui cocheraient, entre guillemets, les cases éligibles à cette mobilisation de fonds qui sont souvent extrêmement importants, mais en fait, il n'y a pas de pont. Et je vous avoue que, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir ici, parce que je me suis dit, bon, si à ma petite échelle, j'arrive à créer une sorte de pont, c'est déjà ça, puisque finalement, moi, dans le monde de la finance privée, j'entends en permanence, on a de l'argent, mais on n'a pas de projet. Et là, vraiment, j'ai entendu récemment quelqu'un dire, tous les projets verts se financent, c'est vrai. Alors, en plus, s'il y a le crowdfunding, alors là, j'allais dire, ça marche encore mieux. Mais donc, aujourd'hui, on n'est pas sur un sujet de manque de financement. En revanche, la compréhension et de tous les... En fait, on a une crise majeure de modèle d'évaluation, c'est-à-dire la façon dont on évalue aujourd'hui, la notion de risque, la notion de bénéfice-risque, la notion de finalement si on fait ce projet-là plutôt que ce projet-là, si on fait Los Angeles plutôt que le centre commercial. On m'a parlé à Alençon, par exemple, il y a 6 centres commerciaux autour d'Alençon qui essaient désespérément de faire revivre son centre-ville. Je veux dire, n'importe quel économiste de base peut faire un ratio, il y a un truc aberrant. Donc on voit bien qu'il y a
une capacité pour un élu, pour un porteur de projet d'entreprise, pour une foncière qui a dû construire ses 6 centres commerciaux, c'est probablement pas la même, ou alors elle est vraiment suicidaire. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et ce qui est intéressant, et ça passe par effectivement de la fluidité, de l'information, et ça c'est la mission de Novetic en tant que service public, puisque nous sommes en partie subventionnés par la Caisse des dépôts pour ça, c'est de faire connaître les nouveaux modèles qui sont en train d'émerger dans le secteur financier privé. Et il tourne effectivement sur un mot-clé qui est l'impact. Et aujourd'hui, vous avez des mobilisations qui peuvent être vraiment importantes, de gens qui doivent rendre des comptes, parce qu'ils sont, alors ce n'est pas qu'en France, des fonds de pension, des assureurs, qui doivent être capables de dire, et c'est l'obligation de l'article 173, alinéa 6 de la loi sur la transition énergétique et écologique, qui leur demande de rendre compte de la façon dont est alloué l'argent qu'ils gèrent, à quel bénéfice, avec quel impact. Et cette tendance qui avait été amorcée, pas très bien, parce qu'un paquet d'acteurs, j'ai lu récemment que 750 acteurs étaient soumis à cet article 173, et en fait, certains ne sont même pas au courant, donc ça c'est déjà un premier sujet. Mais là où ils vont être enfin au courant, c'est que vous avez une nouvelle réglementation européenne qui sera en vigueur pour l'exercice 2021, donc c'est-à-dire tout de suite, qui consistera à dire, donc on parle, je suis désolée de parler franglais, mais donc sur la disclosure, c'est-à-dire sur les obligations de reporting des investisseurs. Et ces obligations de reporting vont devoir être à la fois de mesurer l'impact environnemental et social de leur gestion d'actifs financiers, de savoir combien est-ce que ça génère de la performance environnementale et comment ils le font, avec quels indicateurs. Et de l'autre côté, d'être capable d'évaluer le risque financier que représente le changement climatique, les inégalités sociales, de la modéliser pour qu'ils comprennent en quoi ça impacte leur gestion d'actifs. Et pour faire ça, s'ils ne le font pas avec les gens de l'économie sociale et solidaire en France, ça va être compliqué, parce que vous êtes effectivement ceux qui ont à peu près les modèles, ceux qui ont les chiffres, ceux qui ont fait des expérimentations qui consistent en fait à casser des silos, d'abord, avec un objectif qui est effectivement d'ordre social, d'ordre soigner les dents des gens qui sont en EHPAD, dont on a découvert effectivement, c'est dommage qu'il ait fallu attendre le Covid, que leurs conditions de vie n'étaient pas tout à fait ce qu'on peut espérer pour les gens d'un certain âge. Donc il y a vraiment, et j'en finirai là-dessus, l'idée que quelque chose, comment finalement rendre concret ces liens-là, tous les éléments existent. En revanche, la capacité à les relier les uns aux autres, la capacité à les décoder les uns aux autres, à sortir chacun de son jargon, de son silo, de son réseau. Je pense que chacun d'entre vous, enfin, je ne vous connais pas beaucoup, vous ne me connaissez pas beaucoup, c'est un élément qui montre qu'il n'y a pas assez de fluidité dans toutes les capacités d'agir et les envies d'agir. Et effectivement, je rejoindrai vraiment le point sur lequel, dans ce monde en crise qui se conjugue et qui conjugue leurs impacts négatifs, tout ce que porte l'économie sociale solidaire, tout ce que porte la finance durable sur laquelle je travaille, etc., ce sont des raisons d'espérer. Et c'est vrai que tous les gens qui travaillent là-dessus, que ce soit des gens jeunes ou moins jeunes, du coup, on comprenne, parce que ça redonne du sens, parce que ça remet une réalité sur laquelle on peut travailler. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie fenêtre d'opportunité. Bien sûr, oui. Bien sûr. De toute façon, c'est vrai que ce qui change, c'est que, ce qui change malheureusement, c'est ce que Louis Gallois dit, c'est-à-dire que vous avez un tissu économique et social qui a absolument explosé. Et si ce n'était que chez nous, mais c'est valable. Je lisais tout à l'heure quelque chose sur les enfants britanniques qui meurent de faim, vraiment, en Grande-Bretagne. Où il y a le secteur financier le plus... alors, il y a un footballeur qui essaie de les nourrir, mais enfin, on est dans un monde assez délirant. Donc là où je veux en venir, c'est que, oui, parce que la compréhension du fait que créer de la richesse, si ça aboutit à ça, ça n'a aucun sens, je pense qu'elle est largement partagée aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est en fait difficile à voir, parce que c'est un peu trop tôt, mais la question de... Ça veut dire quoi créer des richesses, si c'est que pour que quelques-uns puissent apparemment bénéficier, mais qu'on soit incapable de faire face à une épidémie, qu'on n'ait pas assez de respirateurs, qu'on n'ait pas assez de... On fait vivre des gens en EHPAD ou de toute façon, et dans des hôpitaux où avant, ça n'allait déjà pas très bien. Donc tout ça est vraiment une révolution sociale, politique, économique et financière majeure, parce que là où c'est... moi, de là où je suis, on voit les lignes bouger, parce que la compréhension pour un investisseur... Ça veut dire quoi un investisseur de long terme ? On est dans un monde étrange. C'est-à-dire que les politiques qui ont des horizons à 4-5 ans n'ont pas ce genre de raisonnement.
En revanche, un investisseur qui a un fonds de pension, qui sait que dans 30 ans, il va devoir payer des pensions, il va commencer à se demander, dans 30 ans, à quoi va ressembler l'économie? Est-ce que cette entreprise-là, elle peut survivre? Celle-là, non. Et donc, c'est comme ça qu'il change de modèle, parce qu'il est obligé d'essayer de se demander à quel... est-ce que tel ou tel secteur va être résilient? Et peut-être pour finir, je ne sais pas si vous avez entendu toute la littérature sur les lettres avec lesquelles on ferait de la reprise économique. Il y a eu le W, le V, le L, etc. Bon, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'en fait elles soient en K. Et en K, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui vont monter et exploser, alors les plateformes numériques et autres secteurs dématérialisés, et puis il y en a des secteurs qui vont s'écraser. Et donc ces secteurs qui vont s'écraser, c'est ceux-là dont il faut accélérer la transition et la transformation pour pouvoir permettre aux gens qui sont à l'intérieur de ces secteurs de se former de façon à faire autre chose ou autrement, mais parce qu'ils ne reprendront pas. D'accord, merci. Elisabeth Javelot, je voulais intervenir. Oui, je vous remercie. Je trouve ça très, très intéressant. Mais en même temps, moi, je crois qu'il y a un challenge qui est ailleurs. Moi, je suis très impliquée dans les associations citoyennes écologistes, hein, et je travaille beaucoup avec eux. Alors, il faut imaginer d'abord qu'il y a énormément de jeunes. 90% sont beaucoup de jeunes qui ont souvent un parcours de formation très impressionnant. Ça me rappelle ce qui s'est passé, pas cet été, mais l'été d'avant. Il y a eu, le MEDEF a fait son université d'été, il a invité l'association des élèves des grandes écoles qui sont montés sur scène et qui leur ont dit « Nous, on ne viendra pas travailler chez vous si ça ne fait pas sens pour nous ». Et ça, c'est très, très fort aujourd'hui dans ce mouvement-là, dans le mouvement des jeunes. Le réveil écologique. D'où le réveil écologique et qui, moi je rencontre des jeunes qui ont fait Sciences Po, hein, et qui me disent bah non, en fait, on va faire paysan boulanger, parce que ça fait sens pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande de sens sur les jeunes générations. Et du coup, quand moi je lis ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression qu'il y a, et c'est là que l'économie sociale et solidaire a à s'impliquer, à nous aider à cette réflexion-là, c'est que oui, il y a des milliers d'initiatives. Hein, les colibris, dont vous avez peut-être entendu parler, le mouvement des colibris avait lancé ce qu'ils appelaient un transiscope. On va essayer de recenser ce qui existe. Ils sont à plus de 1500 actuellement. Allez voir sur leur site, c'est très impressionnant. Donc tout ça, mais ce dont on n'a pas envie, ben, je dirais c'est un peu comme l'agriculture, vous allez comprendre tout de suite. Nous, on ne veut pas faire de l'écologie de masse. On veut faire de la permaculture. C'est-à-dire qu'on soit ancré dans un territoire et que ça fasse sens pour ceux qui sont sur ces territoires-là. Parce que effectivement, on a un problème de dimension. On sait bien que quand on parle, et vous l'avez bien expliqué, quand on parle d'une dimension importante, il faut des règles, mais tout de suite se met en place une usine à gaz qui un peu éteint le projet initial. Moi, quand je suis, par exemple, à Los Angeles, à Kingersheim, à Ungersheim, à Grand-Sainte, toutes ces expériences-là, elles travaillent avec le Québec, elles travaillent, etc., en nous disant qu'elles n'ont pas nécessairement envie de faire des réseaux énormes. Parce que ces réseaux-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils répondent à l'attente des citoyens? Est-ce qu'ils répondent aux projets des jeunes générations? Est-ce qu'ils répondent au monde dont on a envie? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas idéaliser, hein, c'est pas du tout ça. Je ne dis pas que les deux s'opposent. Je dis qu'on doit réussir à aller les uns vers les autres pour comprendre cette question, vous l'avez soulevé aussi, cette question des ancrages. Comment ça fait sens et comment ce qu'on propose peut permettre à d'autres d'aller vers leurs propres initiatives. C'est vraiment la question de la transmission des savoirs, des savoir-faire, de ce qui donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est vraiment ça, au cœur de tout, c'est cette question du sens. Catherine, vous voulez répondre? Oui, et puis ensuite, je vous repasserai la parole. Oui, bien sûr. Peut-être très justement, bien sûr, et évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que se développent en France, mais partout dans le monde, des initiatives à cette échelle-là. En fait, mon sujet, et peut-être ce que je peux vous apporter ici, c'est
bien sûr que c'est formidable. En revanche, si on n'est pas à l'échelle, mais on ne va pas du tout adresser les problématiques qui sont les nôtres. Le Covid-19 est une zoonose qui a rendu malade toute la planète en quelques mois. Donc on est sur des problématiques aujourd'hui qui font que la bonne énergie est de ce côté-là, et le fait de repenser le modèle ne pourra pas se faire juste parce qu'effectivement on va s'inspirer, je connais bien Los Angeles, etc. C'est des formidables expériences, mais c'est vrai que pour changer d'échelle, il va falloir qu'on... D'abord, c'est impératif, on en a absolument besoin, et c'est vrai qu'il faut pousser le curseur un peu plus loin. Juste pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez Ravi Naviraju et l'innovation frugale. Il explique très bien que, en fait, ce qu'on a fait depuis des années dans des grandes multinationales, c'est qu'on a utilisé des départements de R&D avec plein d'ingénieurs pour en fait vendre à l'export dans des pays plus ou moins émergents une version dégradée d'une machine hyper sophistiquée parce qu'ils étaient pauvres et donc ils devaient la payer moins cher. Et ce qu'il explique très bien, c'est que l'innovation frugale, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous disiez, c'est partir du terrain et quel est le besoin. Donc là, par exemple, on leur vendait des machines dégradées, mais pas adaptées aux conditions météo, pas adaptées aux besoins de tel ou tel pays, etc. Et donc la façon dont on peut s'inspirer des initiatives dont vous parlez, c'est bien d'avoir cette logique de terrain et d'ancrage, qui est de se dire, on ne vend pas de la même façon telle et telle chose à tel endroit, ça n'a pas tel impact, etc. Et c'est là-dessus où il faut qu'on ait plus dans la macroéconomie qui est quand même encore extrêmement largement dominante et qui s'inspire plus ou moins pas, et même plutôt pas, de ce que vous pouvez faire. C'est ça qu'il faut accélérer parce que sinon, on va avoir trop de problèmes à régler juste avec des petits colibris qui ont toute l'énergie que vous manifestez. Je vous repasse la parole une dernière fois. Oui, pardon. Le sens et l'utilité, je crois que les plus jeunes, ce qu'ils recherchent aussi, c'est être utile. On le voit notamment sur des sujets, je pense à l'entreprise Phoenix, qui est à la fois c'est gaspillage alimentaire et précarité alimentaire. Ils ont créé une plateforme et ils organisent à la fois la revente de produits qui sont en DLC courte, et en même temps, sur certains produits, ils les livrent gratuitement à des associations comme les Restos du Cœur. Le sujet de l'évaluation, moi je pense qu'il y a les travaux qui datent, mais qui à mon avis sont aujourd'hui au goût du jour. C'est de mémoire Michel Aglietta autour du PIB vert. Je pense que comment on n'utilise pas que la donnée, l'indicateur de la croissance, comment on prend en compte les enjeux environnementaux, c'est-à-dire appauvrir le sol, c'est appauvrir aussi notre environnement et donc nous-mêmes. Et la question, alors là à mon avis, du local, global, enfin régional, là je pense que c'est une vraie question, parce que quand je vous parlais des différents temps, moi je relis ça, par exemple, on a un marché qui est globalisé, mondialisé, et les nouvelles technologies accélèrent l'information, la communication, les échanges, et dans le même temps, on est sur des phases de demande de démocratie qui sont locales, régionales, enfin locales à l'enjeu de pays, donc la France. Et donc on voit que il y a un... Oui, il y a un décalage. Voilà, quand je vous disais le temps politique, il y a un décalage qui, à un moment donné, fait que le citoyen a un ressenti qui n'est pas le même que ce qu'on peut dire les élites ou ceux qui pilotent les entreprises. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à ajuster, et ça prendra un certain temps. Et pour autant, je pense qu'on a intérêt à s'en soucier, parce que si on n'arrivait pas à faire ça, alors on irait vers la fragmentation de la société encore plus avancée, ce que dit Jérôme Fourquet notamment. On a déjà un bouleversement des repères, quels qu'ils soient, je veux dire, ceux qui ont évolué, et je pense que là, on irait au-devant de très grandes difficultés. On va devoir s'arrêter là. Je vous remercie infiniment.